Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre dernier Midi Histoire de notre premier semestre 2025. Et nous avons le plaisir, l'honneur et le bonheur d'accueillir pour cette séance aujourd'hui Christophe Refait. Christophe Refait est professeur de littérature française du XIXe siècle à l'université de Picardie, située à Amiens. Et aujourd'hui, il va nous proposer une intervention autour de Zola, qu'il a choisi d'intituler « Argent et écriture, les ambivalences de Zola ». Quelques mots autour de notre intervenant. Christophe Refait a la particularité d'être à la fois un ancien élève de l'École normale supérieure de Fontenay, mais également diplômé de l'ESSEC, une grande école de commerce. Donc il a un regard sur la littérature peut-être plus économique que d'autres, et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir profiter de cette double lecture pour Zola. Et il a consacré sa thèse notamment au roman de la Bourse dans la seconde moitié du XIXe siècle, généalogie logique d'un discours romanesque. Par ailleurs, Christophe Refait s'intéresse à la littérature populaire et il est un spécialiste à la fois de Zola, bien évidemment, mais également il a consacré un travail collectif à Jules Verne et à de nombreux autres auteurs de la seconde moitié du XIXe siècle, comme sans doute Balzac, Flaubert et Stendhal. Je ne vais citer qu'un ouvrage, mais c'est un ouvrage très important car il correspond exactement à notre intérêt aujourd'hui. Et cet ouvrage s'intitule « Les lois de l'économie selon les romanciers du XIXe siècle » et c'est paru chez Classique Garnier en 2020. Vous pourrez trouver sur notre site toute la bibliographie de notre intervenant aujourd'hui et vous verrez qu'il a publié de très nombreux articles autour de tous les romanciers de la seconde moitié du XIXe siècle. Mais voilà, je lui cède la parole. Juste une dernière petite chose que j'ai oublié de signaler. Il a assuré pendant une dizaine d'années un cours à Sciences Po et ce cours portait sur littérature et économie et un autre sur romanesque et politique. Voilà, je cède la parole à notre intervenant. Très bonne conférence à tous. Merci beaucoup Anne Blanchet pour votre invitation et puis merci beaucoup pour ce mot d'introduction très détaillé et qui faisait allusion au fait que effectivement ces derniers temps j'ai travaillé d'une manière un peu plus générale que le sujet de mon intervention d'aujourd'hui. J'ai travaillé d'une manière un peu plus générale sur des questions de théorie économique et de lecture de la théorie économique par les romanciers du XIXe siècle. Et c'est un sujet un peu différent que je vais aborder aujourd'hui, qui va me faire revenir en fait à des travaux antérieurs sur Zola et l'argent, et je le ferai avec beaucoup de plaisir, et je le ferai aussi avec beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'humilité devant les collègues, notamment employés du ministère des Finances, parce que, voilà, si ça se trouve, parmi mes étudiants de Sciences Po, effectivement, il y a ensuite peut-être des gens qui ont fait Ecofi et qui, aujourd'hui, travailleraient au ministère, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, ce que je précise, c'est que je ne suis pas tout à fait certain que ma double formation m'ait donné vraiment les compétences dont Anne Blanchet me crédite au seuil de cette communication. Donc je serai très intéressé par les questions que les uns et les autres voudront bien poser. J'ai donné un titre très général à cette intervention sur Zola, argent et écriture. On ne pouvait pas imaginer des termes en définitive plus généraux, ce sont des termes beaucoup plus évasifs que les termes qu'avait choisis Alexandre Perrault quand il est intervenu dans ce cadre il y a quelques mois, puisque lui avait vraiment travaillé sur le crédit dans la poétique romanesque balsacienne, ce qui est un sujet plus précis. Et c'est vrai que, bon, pour expliciter un peu ces deux termes que j'ai choisis comme étant très généraux, ça me permet en fait dans l'intervention de décliner en fait mon propos sur deux plans qui seront des plans bien différents. La première partie, qui s'intitule « Vers un darwinisme littéraire », c'est une partie finalement qui va m'amener à m'intéresser à des questions de sociologie de la littérature, c'est-à-dire à la question des revenus de Zola
en réalité, de l'argent que lui rapportent en définitive ces romans, et puis de la position qu'il a dans le champ littéraire et de la manière dont lui-même, en fait, commente les revenus qui lui viennent de sa production littéraire. Et je distingue un peu cette entrée sociologique de l'entrée qui va être majoritaire dans les parties 2 et 3, qui est plutôt une entrée thématique en somme, hein, parce que dans les parties 2 et 3, je vais plutôt m'intéresser à l'argent comme enjeu de la représentation chez Zola. Comment est-ce que Zola représente l'argent, comment il représente les modalités de la circulation de l'argent au XIXe siècle. Et en fait, tout le propos, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai choisi des termes évasifs, tout le propos c'est de montrer que l'enjeu sociologique, partie 1, et l'enjeu thématique, les parties 2 et 3, sont liés. C'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer, et ce dont je vais convenir aussi, c'est que on est en train de s'intéresser ici, nous allons nous intéresser ici à un Zola qui est le Zola d'une décennie, en gros, d'une grosse décennie, entre 1880 et 1891 à peu près, et je reviendrai là-dessus en conclusion. Il y a quelque chose que je voulais souligner au début de cette communication, c'est qu'en fait, je vais avoir un usage du PowerPoint que vous aurez sous les yeux, qui est un usage en fait très, très libre. Je picorerai quelques mots de temps en temps, mais il ne faut pas que vous soyez divisés entre la tentation de lire tout ce qui est à l'écran et par-dessus ce que je vais dire. De toute façon, je pense que vous disposez ensuite du PowerPoint et que vous pourrez y revenir quand vous le souhaiterez. Et moi, je vais plutôt l'utiliser comme un exemplier, en fait, en butinant un peu et en ne prenant que ce qui m'intéresse. Mais je souhaitais que vous ayez les textes intégraux quand c'était intéressant. Donc le titre est très général, hein, argent et écriture, mais ce que je voudrais souligner, c'est que, en fait, sous la plume de Zola, l'argent, c'est un terme qu'il utilise communément. Vous en avez un exemple ici au moment où il prépare le roman qui s'intitulera L'argent. Il fait un commentaire sur ce titre. Hein. Ce titre, dit-il, ne m'a donné aucune peine à trouver. Il s'est en quelque sorte imposé à moi car j'ai élargi le cadre, dit-il. Je ne me suis pas enfermé dans le milieu restreint de la bourse. C'est vrai, après tout, le roman de 1891 aurait pu s'appeler La Bourse. Zola n'a pas voulu que ce soit le cas. Et un roman comme L'argent, un titre comme L'argent, ça peut faire penser à des titres comme La Terre, par exemple, ou à des titres comme Travail, qui sont des titres qui accèdent à une forme de généralité aussi, et qui peuvent avoir finalement un sens philosophique. Donc, l'argent, c'est le mot de Zola, c'est le mot qu'il manipule, qu'il aime bien employer, et ça renvoie en fait à une diversité de réalités ou d'usages qu'il s'agit évidemment de catégoriser dans notre propos. Et a priori, ce dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas du petit argent, enfin, c'est pas du simple numéraire, c'est pas de la monnaie utilisée par les ménages, c'est pas l'argent que vous rencontrez dans le roman populaire où on vous explique combien coûte un boc ou alors un fiacre entre Paris et Vincennes. C'est pas vraiment l'argent tel que vous le voyez dans Germigny Lacerteux des frères Goncourt, auquel je vais m'intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire en fait l'argent là disponible par petites piles, par petits rouleaux de pièces de monnaie comme on le voit dans ce roman. C'est pas l'argent de l'oikos, c'est pas l'argent du ménage auquel je vais m'intéresser aujourd'hui, c'est plutôt voilà, l'argent dans le sens de Zola comme fait social et historique. Et comme circulation qui modifie les équilibres. Et je pense que là, il y a un enjeu de répartition ou de circulation qui peut intéresser des collègues versés dans les enjeux de finances publiques, naturellement. Alors, bien sûr, dans les Rougon-Macquart, c'est-à-dire le cycle de romans écrits par Zola entre 1870 et 1893, il y a de l'argent, enfin je veux dire, il y a de l'argent saisi dans sa matérialité, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, vous vous souvenez peut-être que Germinal, ça commence sur une scène qui représente la Maheude,
cette famille de mineurs, hein, qui est représentée en particulier dans le roman, la mère de famille mendiant, par exemple. Hein. Vous vous souvenez peut-être aussi que dans ce roman, il y a tout un enjeu autour de la caisse de grève. Est-ce que cette caisse va être assez fournie pour que la grève soit un succès ? Au Bonheur des Dames, vous vous souvenez peut-être que le patron du magasin Le Bonheur des Dames, Octave Mouret, aime bien à ce qu'on lui apporte en fait la recette de la journée sur son bureau le soir à la clôture. Et vous vous souvenez peut-être que le roman se termine sur une journée où on a enfin gagné 1 million, plus d'1 million, et puis l'intendant général du magasin monte les sacs de pièces et de billets, en fait, et les dépose sur le bureau du directeur. Autre exemple, dans Le Ventre de Paris, les lecteurs parmi vous du Ventre de Paris se souviendront peut-être que, au début du roman, Monsieur Quenu, jeune charcutier, et puis la jeune Lisa, qui est en fait aide vendeuse à la charcuterie de son oncle Gradel, comptent à un moment donné sur un lit, alors ils ne sont pas encore fiancés, ils ne sont pas encore mariés, mais ils comptent sur un lit, en fait, l'héritage que leur laisse l'oncle auquel appartenait cette charcuterie. Et vous avez une description des pièces d'or, une description des pièces d'argent, une description des titres aussi que détenait cet oncle. Et l'argent est présent dans toute sa matérialité. Et cet héritage, vous le retrouverez dans le roman qui s'appelle La joie de vivre. Il sera légué à la jeune fille qui s'appelle Pauline, qui va en disposer, qui va se laisser spolier par sa famille, mais qui va aussi, d'une certaine manière, acquérir une forme de créance morale sur le reste de sa famille en se laissant dépouiller de cet héritage. Donc, l'argent est présent chez Zola, et il est parfois présent dans sa matérialité, et je vous le disais, presque dans des sacs parfois, comme si on était plus dans du conte, en définitive, que dans un roman étiqueté naturaliste. Mais ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, puis je vais finir mon introduction là-dessus, c'est que, évidemment, Zola, il est intéressé par l'argent comme circulation qui préside à la transfusion sociale. Bon. À la mutation des classes, en fait, dans la France post-révolutionnaire. Nous avons des choses comme cela chez Balzac, naturellement, et je me souviens qu'il y a un économiste qui s'appelle Patrice Bobo, historien de l'économie, qui s'est intéressé en fait au préambule du petit roman de Balzac qui s'appelle La fille aux yeux d'or, en essayant de montrer que ce préambule qui décrit en quelque sorte l'ascension sociale dans la France post-révolutionnaire comme une vis sans fin, avec redistribution de l'argent, il a monté tout un raisonnement proprement économique pour montrer qu'on avait affaire ici à quelque chose qui ressemble à un modèle de génération imbriquée, comme on en pratique parfois en économie. Ben, je pense que chez Zola, évidemment, il existe un peu l'équivalent d'une certaine manière. En tout cas, Zola a une idée, en particulier, du règne de Louis-Napoléon Bonaparte, et il a une idée de la manière dont il va dépeindre le destin de sa famille des Rougon-Macquart à l'intérieur du règne de Louis-Napoléon Bonaparte. Dans une des notes manuscrite qui date probablement de l'hiver 68-69 et qui préside en fait à l'invention de la série des Rougon-Macquart, il écrit la chose suivante en parlant de l'Empire et en parlant en fait de l'économie impériale. L'Empire a déchaîné les appétits et les ambitions. C'est une citation très célèbre. Orgie d'appétit et d'ambition, soif de jouir et de jouir par la pensée surmenée et par le corps surmené. Pour le corps, poussée du commerce, folie de l'agio et de la spéculation. C'est intéressant cette programmation en fait de sa série de romans par Zola parce que d'une certaine manière, il y a l'idée que le Second Empire a été un âge de jouissance, et ce qu'on voit très bien, c'est que dans ses notes préliminaires à sa série, il y a l'idée d'une forme d'entropie, de désordre. Enfin, lui aussi, comme Balzac, il a une grande vision de ce que sera en définitive le mouvement de l'argent entre 1851 et 1870, c'est-à-dire un mouvement qui irait vers une forme d'épuisement, somme toute. Et je pense que puisque cette conférence s'appelle les ambivalences zoliennes, je pense que là, il y aurait une première ambivalence qu'il faudrait creuser. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter ensuite, mais une première ambivalence qui tournerait autour de la détestation de Zola pour le Second Empire,
les articles pro-républicains de Zola des années 1868-1869 sont des articles extrêmement acides contre Louis-Napoléon Bonaparte. Mais d'un autre côté, il y a reconnaissance chez lui du fait que ça a été une période d'extraordinaire essor économique. Il a, bien sûr, enfin on le sait très bien, et tous les lecteurs des Rougon-Macquart savent qu'il a accordé une extrême attention au développement des mines, des chemins de fer, des institutions de crédit. Je vous ai mis une petite chronologie de ce point de vue-là, très très lacunaire naturellement, mais en tout cas, Zola a été très attentif à ce développement économique. Et je crois même que, d'une certaine manière, il a lu dans ce développement économique l'effet d'une idéologie qu'il avait tendance à distinguer de l'idéologie bonapartiste. Il faudrait creuser la question, je ne fais que l'indiquer là en introduction, mais il ne me semble pas indifférent que les petits commerçants chez Zola, par exemple, les connus dans le ventre de Paris, ce sont des petits bonapartistes étroits, tandis que Zola est attentif, dans d'autres romans de la série des Rougon-Macquart, à un grand essor économique qui lui semble plutôt s'alimenter à la pensée saint-simonienne et à toute une pensée du développement économique et moral, et éventuellement associatif aussi, en fait hérité du premier XIXe siècle. Le plan, en fait, de ma communication, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et je pense que je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en expliquant ce que je désignais par l'idée qu'avec Zola, concernant la question de l'argent, on se dirige peut-être vers une forme de darwinisme littéraire. Pourquoi cette expression étrange ? Elle va m'obliger pour commencer à revenir à peu près une quarantaine d'années en arrière par rapport à l'année 1880, c'est-à-dire à revenir à l'époque à laquelle l'auteur puis critique Charles-Augustin de Sainte-Beuve, grande plume du 1er XIXe siècle, diagnostique l'apparition de ce qu'il appelle une littérature industrielle. C'est un article qui a fait date, c'est un article de 1839 dans une revue qui était la revue la plus importante du XIXe siècle, la Revue des Deux Mondes, article dans lequel en fait Sainte-Beuve, en grand critique, diagnostique à son époque une évolution extrêmement inquiétante. Pour lui, le XVIIe siècle ou le XVIIIe siècle étaient des époques dans lesquelles la littérature était du côté du désintéressement. Il note évidemment qu'il existait déjà, au XVIIIe siècle, une littérature un peu mercantile. Il écorne aussi, au passage, dans son article, la figure de Beaumarchais, parce que pour lui, Beaumarchais, c'est un peu l'inventeur du droit d'auteur, c'est un peu l'inventeur de la société des gens de lettres, c'est un peu la figure de l'homme qui commence à réfléchir en fait à la publication en termes de revenus. Et en fait, il déplore cette situation, mais pourquoi est-ce qu'en 1839, cette déploration prend plus de relief? C'est parce que ces signes du fait que la littérature était en train de devenir vénale, en quelque sorte, se sont considérablement aggravés avec la mutation de la presse. Vous voyez que dans les premières lignes de la citation, ici, il y a une allusion qui est une allusion en fait à l'introduction de la presse dite à 40 francs, c'est-à-dire il y a une allusion à ce moment où, alors on peut le dater très précisément, 1er juillet 1836, ce moment où Émile de Girardin a complètement changé la formule en définitive de la presse de l'époque en décidant de diviser par deux le prix de l'abonnement annuel, de compenser en fait cette baisse des revenus de l'abonnement par plus de publicité et de fidéliser en fait les lecteurs de la presse en publiant des romans, plus de romans, mais surtout des romans pensés pour établir une forme de tension et de suspense qui allait garantir la vente du journal. Il a été immédiatement suivi par tous les autres directeurs de journaux, naturellement. Et en fait, ce qu'explique Charles-Augustin de Sainte-Beuve quelques années plus tard, en 1839, à la suite de cette mutation, ce qu'il explique, c'est que ça a eu une incidence non seulement sur la critique littéraire, telle qu'on pouvait la lire dans ces journaux, parce qu'on pouvait toujours soupçonner les critiques d'avoir été plus ou moins achetés, étant entendu que les revenus de la librairie ou de la publicité pour la librairie elle-même étaient très importants. Et d'autre part, on a
observer, selon Sainte-Beuve, une dégradation en fait de la littérature publiée dans les journaux eux-mêmes. Une littérature pensée pour le journal, une littérature toujours plus feuilletonnante, une littérature devenant très grossière dans ses effets de tension narrative. Bref, vous avez sous les yeux en fait une longue citation qui n'est pas question de lire, mais qui essaye de développer ce diptyque, dégradation de la critique, dégradation de la production romanesque. Et quelques années plus tard, Sainte-Beuve répète cette critique en 1843. J'ai souligné en violet sur la diapositive la phrase qui me paraissait frappante, comment il amorce son article. L'argent, l'argent, on ne saurait dire combien il est vraiment le nerf et le dieu de la littérature aujourd'hui, dit-il en 1843, récapitulant, si vous voulez, tout ce qu'on peut reprocher à cette mutation de la presse, une mutation qui vient à la fois du fait qu'en 1828, on a autorisé les directeurs de journaux à publier des publicités dans leurs journaux, et qui vient du fait qu'en 1836, les équilibres économiques de la presse ont été bouleversés par Émile de Girardin en favorisant toujours plus en fait, la littérature feuilletonnante. Alors évidemment, Sainte-Beuve n'est pas le seul à faire cette critique. On trouve aussi la même critique sous la plume d'Alfred Nettement en 1845, qui s'en prend en particulier au succès toujours croissant du roman feuilleton. Il y a un livre d'Alfred Nettement qui s'appelle « Études critiques sur le feuilleton roman » et qui s'en prend en particulier à Eugène Sue et à d'autres, avec l'idée que le roman feuilleton et la victoire du roman feuilleton en littérature, c'est finalement, d'une certaine manière, la remontée des bas-fonds, si vous voulez. Bon. Il ne faut pas minimiser cette inquiétude du premier XIXe siècle, et en particulier des années 1839-1845, il ne faut pas minimiser cette inquiétude. Les historiens de la littérature nous l'expliquent, aussi bien Alain Vaillant qu'Anthony Glinoer, dont j'ai mis deux citations sur le PowerPoint. Cette mutation médiatique, elle est considérable. Et à cette époque-là, à un moment donné, Alain Vaillant, vous voyez, c'est la fin de la citation, la compare à l'apparition de la télévision, qu'on a pu voir comme destructrice du cinéma. Il la compare à l'apparition d'Internet. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, dans les années 1840, au tournant 1840, où on a pu croire que le régime de publication dans la presse allait devenir, pour toujours, en fait, le régime de publication de la littérature, et que ça allait très profondément modifier la littérature. Alors, vous allez me dire quel rapport avec Zola? Pourquoi ce détour par le premier XIXe siècle? Parce qu'en fait, Zola s'intéresse, une quarantaine d'années après, à cette critique. Il s'y intéresse dans un article qui s'appelle « L'argent dans la littérature » et qui est un chapitre qui se trouve à l'intérieur du roman expérimental. Le roman expérimental, vous savez, c'est ce recueil d'articles critiques qui ont été préalablement publiés pour les Russes dans Le Messager de l'Europe, mais aussi dans le journal Le Voltaire. Et Zola pense qu'en 1880, c'est le moment opportun d'en faire un recueil, parce que voilà, c'est le moment où en fait s'affirme dans sa production le mouvement naturaliste. Il a publié L'Assommoir en 1977, immense succès de Nana en 1880, et Zola estime que c'est le moment idoine pour publier une sorte de synthèse de sa pensée critique, ce qu'il fait dans cet essai qui s'appelle le roman expérimental, qui n'est absolument pas une fiction, mais qui est bien un ensemble en fait de textes critiques. Dans le roman expérimental, vous trouvez une première section qui s'appelle le roman expérimental, et dans laquelle Zola explique qu'il voudrait faire en littérature à peu près comme ce qu'a fait Claude Bernard, si vous voulez, en médecine. Il explique ce que c'est que pour lui un roman qui fait des expériences avec ses personnages, en les dotant de tempérament, et puis en regardant la mécanique en fait de leurs interactions. Il écrit ensuite une lettre à la jeunesse. Il y a une section qui s'appelle le naturalisme au théâtre, parce que Zola pense que c'est sur les planches que doit se jouer la grande bataille naturaliste. Et puis, il y a enfin, en quatrième position, cet article qui s'appelle « L'argent dans la littérature », un gros article, avec une bonne trentaine de pages, et c'est après cet article que vous aurez deux sections qui sont plus volumineuses. Il y en a une qui s'appelle tout simplement « Le roman », et Zola débat de la poétique du roman, il débat aussi en fait des grandes figures de romanciers, et puis il y a une autre section importante qui s'appelle la critique.
dans laquelle il revient sur Sainte-Beuve. Et c'est probablement pour alimenter cette section qui s'appelait la critique qu'il a relu Sainte-Beuve par le menu. Il a relu Sainte-Beuve par le menu, et les quelques citations que vous avez eues sous les yeux tout à l'heure, celles de 1839, celles de 1843, font partie des citations qui indisposent le Zola de 1880, qui l'exaspèrent. Et son grand article, L'argent dans la littérature, c'est un article qui se décompose donc en plusieurs sections. Première section, un exposé de ce qu'était la situation de l'écrivain sous l'Ancien Régime, à l'époque des salons, à l'époque des académies, à l'époque où le public était purement aristocratique. Deuxième section de l'article L'argent dans la littérature, une peinture très péjorative du sort de ces écrivains pensionnés de l'âge classique, comment Malherbe, comment à la limite La Fontaine lui-même, ont été parfois malmenés par leurs mécènes. Et il prend un malin plaisir à aller chercher chez Tallemant des Réaux des preuves du fait que le sort de l'écrivain de l'Ancien Régime n'était pas enviable. Et ensuite, vous avez, dans une troisième section de cet article, une présentation de l'écrivain post-révolutionnaire. Tout a changé, le paysage a changé, c'est vraiment un article de sociologie de la littérature. Progrès d'alphabétisation, disparition de la noblesse, nouveaux traités passés par les auteurs avec les éditeurs, montée en puissance de la société des gens de lettres. Tout ça, ça forme en fait un champ littéraire complètement différent de celui d'Ancien Régime, dans lequel parfois en fait s'affirment des auteurs qui ont gagné des fortunes. Alors Zola cite Eugène Sue, naturellement, il cite George Sand, il cite Alexandre Dumas, il cite Hugo, il cite Victorien Sardou, et il aurait pu se citer lui-même, puisqu'il fait partie en fait de ces auteurs qui ont été considérablement enrichis par la littérature, j'y reviendrai. Et donc, dans la section 4 de cet article, il essaye de définir ce qu'est en définitive le nouvel... excusez-moi, c'est cette diapositive. Le nouvel esprit littéraire, et c'est dans cette section 4 que vous trouvez des phrases un peu dissonantes sous la plume d'un écrivain, des phrases qui contreviennent complètement avec cette espèce d'éthique du désintéressement qui avait été soulignée par Sainte-Beuve, des phrases dans lesquelles Zola peut dire, je ne sais pas, leur première colonne du texte par exemple, « Il est bête de déclamer contre l'argent », ce sont les dernières lignes, qui est une force sociable considérable. Colonne centrale, la dignité de l'écrivain aujourd'hui, son respect, son élargissement, l'affirmation de sa personne et de ses pensées, à quoi le doit-il? À l'argent, sans aucun doute. Et je vous ai mis encore un autre extrait, la colonne de droite, dernière ligne, l'argent a émancipé l'écrivain, l'argent a créé les lettres modernes. Pourquoi ? Parce que pour une fois, l'homme qui écrit et qui gagne en fait de l'argent à la sueur de son front, il n'a rien à devoir à un mécène et il peut écrire ce qu'il veut. En fait, il faut faire valoir aussi son esprit critique. C'est là-dessus que insiste Zola. Alors, là où ça devient intéressant, et ça justifie le titre que je donnais pour cette première partie, c'est que Zola tient ce discours. Alors il tient ce discours évidemment parce que lui-même il est en position de puissance dans le champ littéraire à ce moment-là. Voilà, il est un pur produit du journalisme, d'une certaine manière, donc il peut répliquer à Sainte-Beuve, il s'en est sorti du journalisme, il est devenu auteur, et non seulement il est devenu auteur et il s'est affirmé par sa plume, mais il s'est affirmé par sa plume d'une manière, en fait, qui est une manière fracassante, enfin... sauf erreur de ma part, il faudrait revérifier, aller voir dans les travaux, par exemple, de Jean-Yves Mollier, qui est un spécialiste en fait des rapports entre littérature et argent, et qui est un spécialiste de l'édition et des affaires d'argent dans l'édition. Je crois que Zola, quand il publie l'Assommoir, il gagne des droits d'auteur quand on cumule l'année 1877 et l'année 1878, il faudrait vérifier, hein, mais des droits d'auteur qui sont de l'ordre de 100 000 francs. 100 000 francs, c'est à peu près ce qu'on offre à Eugène Sue dans les années 1840 pour écrire Le Juif errant, et pour publier Le Juif errant dans le journal Le Constitutionnel. 100 000 francs, c'est 3/4 de siècle du traitement d'une institutrice de l'époque. Zola devient riche, et même on peut dire richissime, avec l'Assommoir, et il va faire coup double avec Nana, pour des raisons évidentes. Voilà, le roman naturaliste de la prostituée, c'est évidemment un roman qui va se vendre dans des proportions stupéfiantes, hein, 81 000 exemplaires en 1880. Zola est un homme qui a été enrichi par sa plume. Il est en position de puissance pour débattre en fait de la question du rapport entre argent et lettres modernes.
Et d'une certaine manière, ça l'amène à des positions qui sont des positions qui ont en fait quelque chose de darwinien. Enfin, je pense, et tous les critiques de Zola s'accordent à dire que jusqu'au Zola, disons, des derniers romans, c'est-à-dire des utopies écrites à partir de 1899, le Zola auquel on a affaire, même si ça peut surprendre en fait les lecteurs de Germinal, c'est un Zola qui est avant tout un Zola darwinien, darwiniste, et comme vous le voyez, sa pensée du champ littéraire, en fait, c'est une pensée darwinienne. C'est une pensée dans laquelle il dit que, eh bien, voilà, les conditions des lettres modernes, ce sont des conditions dans lesquelles seuls, en fait, les forts peuvent arriver, les faibles succombent, ce sont les dernières lignes de la première partie du texte, malgré les protections, je reviendrai à cette histoire de subvention, et les forts arrivent au milieu des obstacles, et toute la morale de l'aventure est là. Voilà, il faut sentir en fait que ce pli darwinien, darwiniste, il surgit à chaque fois d'une certaine manière que Zola pense à l'argent. Et vous pourriez mettre en face de ces propos de l'argent dans la littérature les quelques lignes de l'ébauche d'Au bonheur des dames, qui sont probablement des lignes de fin 81, début 82, qui sont des lignes dans lesquelles vous reconnaissez finalement dans le projet de peinture, de la manière dont le bonheur des dames écrase le petit commerce, vous reconnaissez un pli darwinien de la même espèce. Et on peut se demander si, d'ailleurs, ce roman, duquel je ne parlerai pas aujourd'hui, mais on peut se demander si un roman comme Au bonheur des dames, c'est pas un roman qui a une forme de... qui déploie une forme de réflexion métatextuelle, en définitive, dans laquelle Octave Mouret, ou métalittéraire, dans laquelle Octave Mouret aurait l'envergure d'un grand patron des fictions, d'une certaine manière, en montant ce miroir aux alouettes qu'est son magasin Le Bonheur des Dames. Et on pourrait se demander aussi s'il n'y a pas quelque chose dans la victoire du grand magasin contre les petits magasins sectorisés. On peut lire aussi quelque chose qui ressemble à la victoire du grand roman naturaliste contre tout ce roman classé par genres et sous-genres qui existaient jusque-là. Voilà donc pour le premier point que je voulais faire sur des questions qui étaient vraiment des questions de sociologie de la littérature et qui touchaient à ces ambivalences de Zola. Et je voudrais en venir en particulier à la manière dont cette pensée se retrouve dans l'écriture de Zola, à la manière dont cette pensée se retrouve dans ses romans, et je vais naturellement en fait me concentrer sur le roman qui s'appelle L'Argent, pour des raisons évidentes, et je vais me concentrer dessus peut-être d'abord en justifiant le raccord peut-être avec l'allusion que je faisais Au bonheur des dames, avec cette diapositive qui vous montre que dans un cas comme dans l'autre, je veux dire quand Zola prépare L'Argent et quand il prépare Au bonheur des dames, quand il touche à la question du commerce, en fait, ou de la spéculation, on a l'impression que le discours de Zola sur l'argent, c'est un discours qui se déploie comme, en fait, une contestation du pessimisme. De ce pessimisme auquel s'est trop souvent cantonné, selon lui, le naturalisme, de cette fascination un peu schopenhauerienne qu'ont trop longtemps montré les naturalistes. On a l'impression que c'est contre ce discours qu'il a lui-même abondé, d'une certaine manière, et qui est un discours qui va dans le sens de son plan initial de 68-69. Tout à l'heure, je vous disais que le plan de Zola en 68-69 était de montrer que, d'une certaine manière, les affaires économiques sous le Second Empire, ça allait être la gigantesque histoire d'une spéculation qui se terminerait sur un krach. Il y a une logique là-dedans anthropique. Enfin, il y a l'idée qu'on va au chaos, si vous voulez. Et ce que vous discernez, c'est qu'au début des années 1880, Zola, d'une certaine manière, change de philosophie. C'est comme ça qu'il le dit. Il change de philosophie, vous le voyez dans le texte de droite, et il change de philosophie pour ce qui concerne la question de l'argent, ou plus exactement le traitement de la thématique financière, met en évidence ce changement de philosophie, la réfutation du pessimisme. Je reviens à cette diapositive sur la manière dont il ébauche son roman de la bourse, qui commence sur ces termes, sur l'argent, sans l'attaquer, sans le défendre. Ne pas opposer ce qu'on appelle notre siècle d'argent à ce qu'on nomme les siècles d'honneur, ceux d'autrefois.
Alors même si ce texte, Zola l'écrit pour lui-même, vous sentez qu'il y a encore dans son ébauche de 1890 une réponse à Sainte-Beuve. Il est en train de répondre à Sainte-Beuve. Et puis à l'idée plus générale selon laquelle la littérature était désintéressée sous l'Ancien Régime. Montrer que l'argent, écrit-il, est devenu pour beaucoup la dignité de la vie. Il rend libre l'hygiène, la propreté, la santé, presque l'intelligence, opposer la classe aisée à la classe pauvre, puis la force irrésistible de l'argent, un levier qui soulève le monde. Il n'y a que l'amour et l'argent. Quand vous en arrivez à ce point en fait, de l'ébauche, vous vous dites, mais en fait, c'est pas vraiment sur l'argent sans l'attaquer, sans le défendre, c'est très clairement sur l'argent pour le défendre. Et il me semble que c'est dans ce sens-là que Zola donne des entretiens à la même époque avec des journalistes au moment où il se met à entamer l'écriture de son roman. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire dans ce roman L'Argent? Peut-être 2 mots sur ce qui l'amène à la bourse, d'une certaine manière. Les lecteurs de Germinal parmi vous se souviennent que le capital apparaît dans Germinal à l'état mythique, pratiquement. On en parle comme d'une sorte de minotaure caché dans un labyrinthe, on en parle comme un argent caché dans un tabernacle, enfin, on en parle comme un dieu caché de l'argent, pendant qu'on décrit le puits de mine comme une espèce de dévorateur. Pour l'instant, d'une certaine manière, Zola n'a pas parlé du capital ou de la finance, enfin, il ne s'est pas attaqué véritablement à ce sujet-là, et il avait dans l'idée de faire, il prétend qu'il avait toujours eu l'idée de faire un roman sur la bourse, et il sait qu'il avait en réserve, en quelque sorte, un roman sur le journalisme, qu'il lui fallait faire un roman sur le journalisme, en plus. Et il a probablement été embarrassé par la publication de Bel-Ami de Maupassant en 1885. C'est un sujet qui, du coup, c'est un roman, un très grand roman qui éventait un peu le projet initial de Zola. Et c'est peut-être l'explication du fait que quand il écrit L'Argent, son thème migre vers la question en fait du journalisme financier en particulier, même s'il arrive à élargir la question, et la bourse est plus importante. Mais enfin, le roman ne s'appelle pas La Bourse. Il ne s'appelle pas La Bourse. Et je reviens à ce caractère un peu générique et à ce caractère, à ce que je disais à propos de la lettre initiale à son correspondant hollandais Van Santen-Kolff. Il dit l'argent, il a élargi le sujet. Et effectivement, ce qui est frappant, quand on lit l'ébauche en fait de ce roman, comme Zola avait coutume d'en écrire avant de commencer un roman, ce qui est frappant, c'est qu'il réfléchit en distinguant des usages de l'argent ou des définitions de l'argent. J'aurais bien du mal à dire d'où viennent ces catégories qui sont les siennes. Il dit, voilà, dans mon roman L'Argent, je vais d'abord m'intéresser à la rente foncière, à l'argent de la propriété agricole. Je vais montrer que c'est du côté de ce qu'il appelle l'argent ancien, l'argent à l'ancienne. Il s'intéresse aussi à la charité. Il met en scène un personnage qui est un personnage de grande dame, une princesse, qui, en fait, fait la charité à millions, à centaines de millions. Il s'intéresse, et il la classe toujours, cette acception de l'argent, dans ce qu'il appelle l'argent ancien, il s'intéresse à la banque sur fonds propres, à la banque à la mode des Rothschild, à la banque de ceux qui sont assis sur 1 milliard, comme il l'écrit. Et ces 3 acceptions de l'argent ancien, donc la rente foncière, la charité, la banque sur fonds propres, il les oppose à ce qu'il appelle l'argent nouveau. Et dans l'argent nouveau, il classe la banque par émission et typiquement, en fait, il doit penser, si vous voulez, au crédit immobilier des frères Pereire, et il y a dans son idée le fait de l'opposer à la banque des Rothschild. Et dans cet argent nouveau, il classe aussi le socialisme. Argent ancien, argent nouveau, c'est dans ces termes-là qu'il réfléchit. Et la question devient de savoir comment, en fait, il orchestre scénariquement l'invalidation de ces modèles de circulation de l'argent. Ceux qui ne vivent que de la rente foncière, les Beauvilliers, dans le roman de l'Argent, vont être totalement ruinés, mais avec un acharnement, en fait, un acharnement de la part du romancier, pratiquement, un acharnement dans la défaite et dans la déroute, qui peut rappeler, si vous voulez, des situations victimaires du roman populaire. La charité.
la charité dont le personnage de la princesse d'Orvieto est dispensatrice. C'est une charité de roman merveilleux à la Dumas ou à la Sue, si vous voulez. C'est-à-dire que l'argent est presque magique d'une certaine manière chez la princesse d'Orvieto, mais cet argent de contes de fées ou de romans populaires à la Sue est un argent qui va s'éteindre naturellement. À force de donner son argent, cette princesse d'Orvieto, personnage important du roman, va tout perdre. Elle va se retrouver sur la paille, comme le prédit d'ailleurs sans arrêt sa gouvernante. Que devient en fait cette acception de l'argent nouveau qu'est le socialisme, la réforme socialiste de la société et de l'économie, la destruction de la bourse, l'expropriation en fait de tous les grands actionnaires et de tous les grands propriétaires? Ça reste à l'état d'utopie, d'une certaine manière, et le roman naturaliste de 1891, donc L'Argent, souligne en fait cette utopie en isolant les moments dans lesquels le personnage de Sigismond Bouche, imagine une société future qui serait une société sans argent. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que le motif d'une sorte de bataille de bourse, argent ancien contre argent nouveau, argent ancien, la banque sur fonds propres, plutôt celle des Rothschild, argent nouveau, une banque sur le modèle du crédit mobilier, en quelque sorte, qui serait celui des frères Pereire. Et donc se met en route une sorte de donnée qui est une donnée épique, somme toute. Plus que jamais, d'une certaine manière, Zola retrouve dans un roman comme L'Argent des vieilles ficelles du roman épique, épique ou contre-épique d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'argent est une bataille, la spéculation est une bataille. Vous le voyez dans un chapitre central de l'argent, qui compte 12 chapitres. Le chapitre central, le chapitre 6, c'est l'histoire d'un coup de bourse. Donc absolument un coup de bourse du personnage principal qui s'appelle Saccard, Aristide Rougon, qui est un véritable succès de Saccard, et ça donne lieu à des métaphores qui sont des métaphores de la bataille. C'est une grande défaite des haussiers dans ce chapitre contre les baissiers. C'est en fait le contraire, je crois. C'est une défaite des baissiers contre les haussiers. Tout le contexte est à la baisse. On apprend que l'Autriche et la Vénétie, que l'Autriche et l'Italie font la paix, et c'est ce qui déclenche en fait un choc à la hausse, et ce qui fait qu'un haussier isolé comme Saccard rafle la mise alors que tout le marché est à la baisse. C'est comme ça que ça se passe dans le chapitre 6. Mais bon, voilà, vocabulaire emprunté à l'épopée, image empruntée à l'épopée, et c'est exactement la même chose dans le chapitre du Krach, le chapitre 10, qui est un chapitre fabriqué en deux parties, un Austerlitz, première partie du chapitre 10, un Waterloo, deuxième partie du chapitre 10, et puis cette assimilation aux guerres napoléoniennes, elle est très soulignée, vous voyez. Alors, a priori, tout est clair, si vous voulez, dans cette lecture épique de la spéculation, mais je voudrais insister sur le fait que ce schéma épique, il est en réalité complexifié, et c'est pour ça qu'on peut parler d'ambivalence zolienne, là aussi. Complexifié pour deux raisons. La première raison, c'est que Zola est très sensible à quelque chose qui n'a pas été vu par les romanciers de la spéculation avant lui. Il est très sensible au fait que, d'une certaine manière, désormais, dans la bourse moderne, on n'est pas certain de l'identité des opérateurs, qu'il y a cession des titres et qu'on n'est jamais certain de savoir contre qui, d'une certaine manière, on se bat. C'est un peu l'idée des citations que je n'ai pas le temps de détailler, mais que j'ai mises à l'écran, qui sont des citations dans lesquelles on voit que le personnage principal, le personnage de Saccard, se retrouve pris dans une forme de duel fantasmatique avec son ennemi Gundermann, qui est une sorte de transposition romanesque de Rothschild, mais qui est un personnage qu'on ne voit jamais à la bourse et qui affecte de n'y avoir aucun représentant. Et même parfois le roman laisse entendre que peut-être qu'il n'est même pas placé à la baisse comme on le pense et comme le pense le haussier Saccard. En tout cas, Zola joue de ce duel dans l'ombre, pour insister sur ce mystère en fait, de l'identité des opérateurs de bourse qui l'intéresse beaucoup plus en définitive que le mystère technique des opérations de bourse qui jusque-là a toujours intéressé la littérature. Et puis je crois qu'il y a une deuxième chose
dont rend compte cette nouvelle diapositive, il y a une deuxième chose qui intéresse Zola, c'est qu'en définitive, les crises, d'une certaine manière, il ne faut pas les penser comme des espèces de cracks définitifs, comme la littérature les a toujours pensés jusque-là, dans une forme d'esthétisation de la ruine et de hantise de la ruine, mais il faut les percevoir comme des crises périodiques. Et je pense que Zola n'a jamais lu Clément Juglar. Il a peut-être eu connaissance des travaux de Clément Juglar à travers des traités d'économie, comme celui d'Yves Guyot, qu'il a pu lire en partie, mais j'en suis pas certain. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est très accessible, en fait, à cette idée selon laquelle il y aurait une sorte de destruction créatrice continuée dans l'ordre économique. Et ça l'amène même à mettre en scène un personnage de Madame Caroline dans l'Argent, qui représente l'espoir, la renaissance saisonnière, l'idée qu'aucune crise n'est jamais définitive. Et je pense que cette ambivalence de Zola, que je voulais souligner dans cette partie 2, elle réside dans la métaphorisation épique qui est très puissante de la bataille de la Bourse, mais aussi dans cette espèce de manière de requalifier l'idée d'un duel à la Bourse comme quelque chose de complètement archaïque dans le monde moderne, et puis l'idée aussi d'insister sur le caractère cyclique des crises. Alors je serai beaucoup plus rapide sur ma troisième partie, parce que l'heure tourne. C'est une troisième partie très simple, dans laquelle en fait je voulais insister sur un caractère sur lequel on s'accorde très souvent, qui est que dans un roman comme L'Argent, d'une certaine manière, le personnage principal, le personnage de Saccard, est un personnage qui est mis dans une posture assez proche de celle d'un écrivain. Il a face à lui cet équivalent romanesque dont je vous parlais, qui serait Gundermann, cet équivalent romanesque de Rothschild. Et ce qui est très intéressant, c'est que, d'une certaine manière, ce personnage de Gundermann, c'est un personnage qui pense qu'à partir d'une certaine cote, en fait, un titre ment forcément à sa valeur, et que, à la Bourse, en définitive, seule la logique et la vérité règnent, et qu'il suffit d'attendre, en définitive. Et quand une bourse, quand un marché financier s'emballe, il suffit de réfléchir à ce que sont les fondamentaux et de se placer systématiquement à la baisse à partir d'une certaine valeur. D'une certaine manière, ce personnage de Gundermann dans L'Argent, il est un assez bon représentant de valeurs qui sont celles du roman naturaliste. La logique, la vérité, la rationalité, etc. Et Zola se plaît à mettre en face, en scène, un personnage, Saccard donc, qui est au contraire un personnage qui est du côté du déploiement de l'imagination. L'imagination, c'est un mot qui apparaît dans les deux extraits que je vous ai mis à gauche de l'écran. C'est vraiment le personnage qui pense que c'est par l'imagination, c'est en flattant l'imagination chez les actionnaires qu'on peut nourrir, en fait, si vous voulez, la hausse d'un titre. Ça peut rappeler la façon dont Keynes lui-même, dans la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, réfléchit au fait qu'à bien y réfléchir, si on faisait des calculs ultra rationnels de ce que peut rapporter un investissement, on serait souvent amené à des conclusions assez pessimistes, et qu'il faut un grain d'imagination, de folie ou de déraison. Et Keynes, dans le texte originel de la théorie, parle d'animal spirits, il fait référence vraiment aux esprits animaux d'Aristote. Keynes explique qu'il faut, pour que d'une certaine manière la spéculation fonctionne, qu'il y ait une part d'irrationalité dans les êtres. Zola joue sur cette veine-là, et donc il appuie sur le sens métalittéraire de son roman. Son personnage principal est un personnage de créateur de fiction. C'est quelqu'un qui se rend coupable de jeu d'écriture. C'est quelqu'un qui manipule les comptes de sa banque. C'est quelqu'un qui écrit, qui poétise d'une certaine manière les rapports annuels de sa banque nommée l'Universel. Il a à ses ordres des anciens littéraires défroqués qui sont devenus les patrons d'une petite
petites presses financières vendues qui eux-mêmes fictionnalisent d'une certaine manière les projets qui sont les projets de l'universel. Enfin, bref, le roman déploie toute une panoplie de la fiction. Alors, on pourrait s'étonner de cette mise en valeur de l'imagination dans un roman qui est lui-même un roman qui joue de vieilles recettes, qui sont des recettes d'un romanesque en fait épique. Où serait ici l'ambivalence? À part le fait que la Banque L'Universelle connaît un krach retentissant. L'ambivalence, je crois, elle est dans quelque chose de troublant qui est qu'il y a un moment où Zola s'est demandé si le nouveau régime de la spéculation ne faisait pas qu'on entrait dans un régime de prophétie autoréalisatrice. Est-ce que la bourse, se demande-t-il, et ça l'inquiète, en tout cas il a interrogé des agents de change sur cette question-là, c'est la partie droite de l'écran. Est-ce qu'il est possible à la bourse de jouer la hausse, même si on force la hausse, même si on joue avec ses propres fonds, c'est exactement ce qui se passe dans l'argent, est-ce que c'est pas possible d'arriver en définitive à totalement l'emporter sur des vendeurs à terme et d'une certaine manière, réussir une forme d'accaparement de tous les titres, ce qui voudrait dire qu'en fait, on peut dicter sa valeur au marché. Je crois que Zola a approché quelque chose qui est un peu la chose sur laquelle je voudrais finir, qui est que, d'une certaine manière, on rentre à partir des années 1870 dans un paradigme qui est un paradigme boursier, dans lequel toutes les valeurs, en fait, semblent pouvoir être uniquement... toutes les valeurs semblent désormais n'émaner que d'un jeu mimétique ou d'une forme de surenchère et sont définitivement déconnectées des fondamentaux des entreprises cotées. C'est, en tout cas, une inquiétude de Zola qui me semble assez bien exprimée par la façon dont le philosophe Jean-Joseph Gou, dans son livre Frivolité de la valeur, commente ce moment 1870-1920, si vous voulez, ce moment qui est un moment en fait où s'affirme l'économie qu'on appelle l'économie marginaliste, qui est le moment où s'affirme en fait, où se déploie la capitalisation boursière en France, ce moment où en fait, d'une certaine manière, on n'est plus très certain des valeurs d'un titre. Alors, voilà, je conviens en conclusion qu'on s'est arrêté ici à un Zola très particulier, le Zola des années 1880 à 1890, et que s'il fallait bien faire les choses, il faudrait quand même reconnaître que, d'une certaine manière, Zola, insatisfait, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le scénariser, mais Zola ne va pas s'en tenir à cette espèce de définition de l'argent fumier, l'argent mauvais mais qui fait bien les choses, l'argent destructeur mais en même temps qui ensemence, vous voyez, toute cette théorie qui est récapitulée dans la partie gauche de l'écran. Zola ne va pas s'en tenir à cette définition de l'argent et il va migrer à partir du début des années 1900 vers une tentative de redéfinition définitive de ce que c'est que l'intérêt. Voilà, toujours, les écrivains du 19e ont pensé le rapport entre l'intérêt et les passions. Finalement, dans la ligne de ce que l'historien de l'idée d'intérêt Albert Hirschman avait écrit, les passions et les intérêts, évidemment que Balzac comme Zola montrent bien que l'intérêt n'est pas du tout une passion calme qui va calmer les autres passions, mais Zola a essayé de se tirer dialectiquement de cela en tentant de réformer dans son roman Travail l'idée même en fait de passion, en tentant de faire servir les passions à un nouvel état de la coopérative, de la coopération, de l'association, et en excluant cette fois-ci en fait la question de l'argent. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu long, mais c'était difficile d'interrompre. C'était parfait, vous avez tenu absolument le timing, merci beaucoup. On avait démarré un petit peu en retard, donc c'est normal. Voilà. Je vous relais, parce qu'il y a des questions qui sont arrivées. Je vous les relais, pour qu'on ait un petit temps quand même d'échange sur ces questions. La première, comment positionneriez-vous le récit plus instable idéologiquement de l'argent et de Saccard et du crédit mobilier dans la Curée ? La deuxième, comment pouvons-nous analyser le rapport à la charité qu'entretient Zola
Dans son cycle romanesque Les Trois Villes, est-ce un moyen là également de considérer l'argent comme vecteur de darwinisme social ou alors de faire de l'argent un marqueur de pouvoir? Et puis, une autre, dans le roman Au bonheur des dames, vous avez dit que M. Zola s'était inspiré des destructions des petits commerces. J'ai toujours cru que sa source principale était la vie de M. Boucicaut, fondateur du Bon Marché et qui a épousé Marguerite Guérin, une ancienne apprentie blanchisseuse. Oui, alors ça c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Enfin, j'ai paru donner une origine complètement abstraite à l'idée de bonheur des dames, mais évidemment il y a cette donnée très précise, s'inspirer de Boucicaut, s'intéresser au magasin du Louvre, c'est tout ça qui alimente le dossier préparatoire de bonheur des dames, c'est certain. Pour la première question, qui était la question de savoir quel rapport on pourrait voir entre la curée, les spéculations sur les destructions à l'époque du réaménagement de Paris et du préfet Haussmann, et puis l'argent, moi il me semble qu'en fait, d'une certaine manière, puisqu'il s'agit d'édifices, de maisons qu'on détruit et d'expropriations qu'on chiffre, alors évidemment dont on gonfle le chiffrage, hein, et puisqu'il s'agit d'immobilier d'une certaine manière, dans un roman comme La Curée, les fondamentaux sont toujours visibles d'une certaine manière. Et ce qui est très intéressant dans l'argent, c'est que Zola, en fait, éloigne ce qui pourrait être en fait les réalisations pratiques apportées par la spéculation. D'ailleurs, il ne sait pas comment faire. Il se demande comment sa banque, l'Universelle, qui est censée financer donc des projets de syndication de compagnies maritimes dans la Méditerranée ou des réseaux de chemin de fer en Asie mineure ou en fait du côté en fait de l'actuelle Palestine, il se demande comment faire intervenir ça dans son roman. Il se dit ça va pas marcher parce qu'il me faudrait 50 ans pour donner une figuration du progrès industriel à la mode des Saint-Simoniens. Donc la solution qu'il a trouvée, c'était d'éloigner les réalisations, en quelque sorte, de la Banque universelle, de les mettre dans ce lointain oriental depuis lequel on a des nouvelles, par lettres, mais sans jamais y transporter le lecteur. À aucun moment, le roman n'investit ces endroits où se construit quelque chose, malgré tout. On en gardera une image qui s'assimile un peu à un mirage, d'une certaine manière. Donc, je pense que, voilà, pour répondre à la première question, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'abstraction, de l'argent, qui se joue entre la curée et l'argent, même si on a affaire au même personnage, Saccard, même si Zola fait tout pour apparier les deux romans en nous expliquant que Saccard semble ne pas avoir pris une ride entre la curée et l'argent, et même si il y a en définitive un même motif qui revient dans les deux romans, c'est l'idée que les caisses sont vides ou se vident, ou l'idée qu'il y a en fait des trous dans la caisse d'une certaine manière et que cette fortune est une fortune fausse. C'est le point commun. Il y avait une troisième question que j'ai... Sur le rapport à la charité qu'entretient Zola dans son cycle romanesque Les Trois Villes, est-ce un moyen là également de considérer l'argent comme vecteur de darwinisme social ou alors de faire de l'argent un marqueur de pouvoir? Alors, je pense que la charité, même dans l'argent, n'est jamais un vecteur de darwinisme social et n'est jamais un vecteur de pouvoir. C'est-à-dire que la princesse d'Orvieto qui donne dans l'argent, qui donne, je ne sais plus, 300 millions, elle se place dans une situation dans laquelle elle estime en fait restituer de l'argent spolié à des pauvres qui ont souffert des manipulations boursières de son propre mari, dont elle est veuve. Elle restitue, elle crée des instituts, des pensions, des orphelinats, et à aucun moment cette charité en grand, cette charité luxueuse, n'est donnée comme une prise de pouvoir. Elle-même reste dans l'ombre, et son homme de main, à ce stade-là du roman, c'est Saccard, justement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Saccard se retient de toute malversation, pour le seul plaisir de voir circuler entre ses mains de l'argent. Il y a une très, très étrange... c'est un peu la première incarnation de Saccard. En fait, c'est le moment où on perçoit que c'est finalement un personnage assez désintéressé. Et c'est ça qui est troublant. Il y a quelque chose d'intransitif dans les manipulations boursières qui suivront de Saccard. C'est un personnage qui est heureux d'être une forme de canal. C'est très étrange. Donc,
Et c'est comme ça qu'il canalise la charité dans la première partie du roman, sans rien prélever pour lui, agissant d'une manière totalement désintéressée. Maintenant, la question portait sur les trois villes. Dans les trois villes, est-ce qu'il y a de la charité ? Dans les trois villes, il y a du don, parce que, en fait, par exemple, dans un roman comme Travail, dont je parlais, Zola s'appuie sur un diptyque, un personnage qui est un personnage d'inventeur et à la fois de mécène, et puis un personnage qui est un personnage en quelque sorte d'ingénieur. Mais que, donc, le mécène va mettre à disposition son capital pour que l'ingénieur mette en pratique, en l'occurrence dans ce roman-là, des systèmes de fours électriques qui vont délivrer pour toujours l'ouvrier en fait, de la pénibilité du travail sidérurgique. Mais je ne parlerai pas de charité, c'est une sorte d'investissement privé dans lequel, effectivement, un investisseur se dépouille, mais le roman est très évasif sur les revenus ensuite de l'usine, mais il me semble que le terme de charité ne soit pas utilisé, il ne me semble pas. J'ai simplement le souvenir que dans le travail, il y a des figures, il y a une figure au début qui apparaît dans les premiers chapitres, de boulangères sympathiques qui, aux petits voleurs de pain très pauvres, qui peuvent parfois, en fait, chaparder du pain dans son magasin, elle donne du pain. Voilà. Un peu un truc à la Hugo, quoi. Enfin, voilà, elle ne les considère pas comme des voleurs, elle leur donne très volontiers son pain. C'est pas présenté non plus comme de la charité, cette générosité. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question. C'est une question difficile. Merci beaucoup, Christophe Reffet. Tout le monde est, je crois, très heureux de vous avoir entendu. Merci et a envie de se plonger de nouveau ou de découvrir voilà, les œuvres de Zola. Donc, merci beaucoup. On se quitte pour cet été avec les Midi Histoire et on se retrouvera le 5 septembre autour d'une autre figure, celle de Jacques Delors. Voilà, donc, on regardera deux moments particuliers, à la fois son passage au ministère des Finances et évidemment sa présidence de la Commission européenne. Merci encore et bon après-midi à vous tous. Au revoir. Au revoir.